Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Avec la crise sanitaire, le monde du travail a été chamboulé. Paradoxalement, nous avons encore davantage parlé de qualité de vie au travail ces derniers mois, ces dernières années, et pourtant la détresse psychologique au travail continue d'augmenter. La question de la souffrance au travail n'est pas récente et grâce à l'identification des risques psychosociaux, c'est-à-dire les causes de la souffrance au travail, on est capable aujourd'hui de l'évaluer et de la prévenir. Pourtant, de nombreux salariés français estiment que leur entreprise ne s'intéresse que très peu, voire pas du tout à la question du bien-être au travail. Alors pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui le travail est-il encore autant synonyme de fatigue mentale, de stress, de burn-out, de harcèlement ? Pourtant, les accords des partenaires sociaux sur la prévention de la santé au travail se multiplient, mais dans la réalité, les actions s'avèrent être largement insuffisantes ou encore trop superficielles. Pourquoi donc le travail est-il si souvent encore à notre époque synonyme de souffrance ? Est-ce que le problème vient des hommes et des femmes qui composent nos organisations ou est-ce que le travail en lui-même est malade ou peut-être les deux ? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter dans cet épisode Maxime Bellego. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec moi sur cet épisode. Alors, vous êtes docteur en psychologie et psychologue clinicien, spécialiste de l'individu et du collectif. Vous êtes basé à Toulon et vous êtes l'auteur du livre Le travail est malade, il nous fait souffrir. Un livre que vous avez écrit et qui est aussi passionnant que troublant, qui relate entre autres les faits marquants lors de la vague de suicides chez France Télécom entre 2005 et 2019. Il est aussi passionnant et troublant parce que ce livre, il met en lumière la complexité des rouages de la psychologie humaine qui fait que parfois, même souvent, le travail nous fait souffrir. Et j'ai lu ce livre, je me suis plongée dedans parce que j'avais vraiment envie de comprendre davantage pourquoi la souffrance au travail existe et surtout pourquoi elle est encore d'actualité dans notre société moderne. Alors Maxime, je suis très reconnaissante que vous ayez répondu positivement à mon invitation sur ce podcast. Et peut-être pour commencer à initier notre échange, j'aimerais vous demander, en 2022, où est-ce qu'on en est du travail ? Est-ce qu'il a évolué positivement et est-ce que la crise sanitaire a eu un impact positif sur tout ce sujet ? Oui, c'est une vaste question. Merci beaucoup de l'invitation et très reconnaissant aussi du regard attentif que vous avez pu porter à cet écrit. Alors, 2022, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Est-ce que la crise Covid a éclairé ça d'une autre façon? En fait, j'ai l'impression que ça a surtout précipité les conditions qui étaient déjà pas très très bonnes dans des conditions qui le sont encore moins. On a focalisé notre attention sur les métiers de soins, c'est bien, puisqu'on avait eu tendance à les oublier. Ça fait 20 ans maintenant qu'on s'aperçoit que leurs conditions sont de pire en pire. Et là, avec la crise Covid, on s'aperçoit que tous les hôpitaux sont dans le gouffre, c'est-à-dire qu'on se disait souvent qu'ils étaient au bord du gouffre, et là, ils y sont. Oui. Donc, voilà, il faut continuer à bosser là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Et quand on est sur les autres secteurs, on n'est pas obligé d'être sur le secteur de la santé, c'est le plus visible actuellement, heureusement, mais ce n'est pas le seul. On s'aperçoit qu'il y a deux tendances. La première tendance, c'est, vous parliez tout à l'heure de résilience avec Boris Cyrulnik.
Première tendance, ce serait ces entreprises qui ont réussi à traverser la crise avec une certaine forme de résilience organisationnelle qui leur permet d'innover, de créer des choses, de se lancer dans des choses inédites au niveau de la gestion des équipes, du management et des organisations. Et puis, il y a celles qui se retrouvent un peu dos au mur, en grande difficulté financière, comme beaucoup. Hein. Et celles-ci, elles sont dans l'obligation de réfléchir très vite. Et généralement, quand on réfléchit très vite, on ne réfléchit pas très bien. Et là, on s'aperçoit qu'il y a surtout une accélération de la cadence qui était déjà monstrueuse. Donc, on n'arrive presque plus à l'intellectualiser, la question du rythme, tellement qu'elle est importante, tellement qu'il est important, pardon, le rythme. Et on a aussi la question de la menace financière qui vient comme ça poser une atmosphère qui est ultra négative et avec une notion de risque énorme, un risque de banqueroute, un risque d'atterrissage forcé, un peu comme a traversé France Télécom en début 2000, quand elle a amorcé sa privatisation et qu'on s'est aperçu que le bilan était catastrophique. Donc c'est pour ça, France Télécom, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'est une histoire qui paraît assez ancienne maintenant, parce qu'elle approche la 20aine d'années, mais on s'aperçoit que les conditions économiques actuelles, c'est-à-dire sortie de crise sanitaire et entrée dans la crise financière et géopolitique, amènent des conditions qui ressemblent quand même pas mal à celles qu'a connues Orange, voire peut-être pire. Voilà un petit peu. Hein. Donc d'un côté des résilients et puis de l'autre une aggravation. Et alors, justement, vous mentionnez France Télécom. Au début de votre carrière, vous avez été conseiller national en organisation du travail chez France Télécom. C'était ça votre intitulé, je ne veux pas me tromper. Et donc, c'était à l'époque où il y avait cette vague de suicides qui aujourd'hui fait un petit peu cas d'école et illustration justement sur ces sujets de souffrance au travail. Comment on peut arriver à un stade où on oublie l'humain pour des raisons productivistes, de performance? Comment on peut arriver à cette maltraitance organisationnelle qui finalement peut toucher n'importe quel secteur, j'ai l'impression. Ah oui, tout, ça touche n'importe quel secteur. Oui, oui effectivement, j'y ai fait ma thèse de doctorat chez France Télécom à cette époque-là. C'était pile au moment où ça n'allait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont gentiment ouvert les portes pour essayer de co-construire quelque chose ensemble, de l'ordre d'un coup de main, en fait. Hein, ça a été ça. Oui. Une analyse, une meilleure compréhension et puis un coup de main sur ce qu'on peut faire pour justement ne pas répéter l'histoire. Oui. Alors, comment on en arrive là ça, c'est vraiment la question. C'est comment on en arrive là. Le premier élément, c'est une absence totale de facteurs humains. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, ce que je trouve fascinant, et c'est ce que j'ai toujours dit en école d'ingénieur, puisqu'eux, ils ont toujours eu une vision de sciences dures, à l'intérieur de laquelle ils intégraient un facteur humain. Moi, j'ai toujours soutenu l'idée que dans le travail, il n'y a pas de facteur humain, puisque le travail est humain. Alors, il y a un facteur économique, il y a un facteur de manufacture, il y a un facteur technologique, il y a un facteur de ce qu'on veut, mais il n'y a pas de facteur humain, en fait. Sauf dans une usine de robots. Donc là, il y a un facteur humain. Donc, la première erreur, c'est de penser qu'il y a un facteur humain. C'est pas vrai puisque tout est entièrement humain. Et la deuxième grande erreur, c'est à la limite, si on veut absolument voir ça comme étant un facteur humain, c'est de le négliger. C'est-à-dire, vous voyez, la double erreur, quoi. Non seulement on considère ça comme un facteur humain, mais en plus on le néglige. Dans cette négligence, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on connaît tous très très bien, c'est-à-dire une gestion par fichier Excel où on retient ce qui est en vert et on supprime ce qui est en rouge, sans vraiment comprendre les phénomènes qui sont tout autour, sans vraiment analyser une conduite du changement avec ce qu'elle pourrait avoir comme conséquence, alors que c'est possible, on sait le faire tout ça. Et surtout un effet, un peu ce que les psychologues sociaux appellent l'effet Janis, c'est-à-dire une grande coupure entre l'exécutif et l'exécutant, ce qui est vraiment très très propre au domaine industriel. C'est-à-dire qu'au début, quand Taylor et Ford ont dessiné tout ça, il y avait volontairement une grande coupure entre l'exécutif et l'exécutant. L'exécutant ne devait pas réfléchir, tout était tracé, et voilà, c'était très bien. Là, le problème, c'est que ça touche pas que l'industrie. Puis d'ailleurs, dans l'industriel, tout s'est très bien assoupli depuis Toyota, depuis des choses comme ça.
Et justement, on voit que ce modèle industriel complètement aveugle tombe sur services de santé, un service tertiaire, un secteur tertiaire, des choses de l'ordre du service à la personne, ça n'a absolument aucun rapport avec une notion de rendement. Donc, on a ces deux facteurs-là. Une vision très discutable et très discutée de la notion de facteur humain en elle-même, la négligence de celle-ci, et puis l'effet de Janis avec une grande distance entre ceux qui dessinent le travail et ceux qui les exécutent, si bien que quand les exécutants donnent les premiers signes d'un dysfonctionnement, au moins, et à maxima d'un malaise, de toute façon, comme les deux ne sont pas sur le même univers ou la même galaxie, je ne sais pas comment on peut qualifier ça tellement l'écart est grand, la communication est tout simplement pas possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à des histoires comme France Télécom, mais pas que, comme le Technocentre de Renault, qui a été beaucoup moins médiatisé. Il y a eu aussi des suicides, comme tout simplement les hôpitaux, de l'assistance publique. Voilà, tous ces genres de choses, et le service public en général. Et d'ailleurs, des fois, c'est vrai qu'on a du mal à s'expliquer comment on peut avoir un management, des comportements presque cruels et inhumains envers ses pairs dans le contexte du travail. Et dans votre bouquin, vous relatez notamment l'expérience de Milgram avec la chaise électrique qui montre que, en fait, selon le contexte, un individu qui, en apparence, n'est pas forcément agressif ou méchant peut avoir un comportement complètement imprévisible et dangereux pour autrui, un comportement nocif finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce phénomène-là? Ouais, ça c'est vraiment superbe ça, parce que vous voyez, on a focalisé le débat sur la souffrance au travail uniquement pendant quelques années sous la question du harcèlement. Oui. Et on y revient, alors c'est bien parce que c'est un vrai sujet, attention, c'est une vraie question, mais ça minimise beaucoup. Pourquoi? Parce que dans la question du harcèlement, il y a un fou et un saint, il y a un agresseur et une victime, il y a un méchant et un gentil, quoi. Oui. Donc c'est quelque chose de très binaire. Et du coup, ça enlève complètement notre attention de la question du travail. C'est-à-dire, en fait, on connaît rien du lieu d'exercice quand on parle du harcèlement. On connaît rien. Ça peut se passer dans une industrie, dans un cabinet de conseil, on n'en sait jamais rien. Or, ce que nous a appris la psychologie sociale, et ça c'est vraiment, pour moi, c'est les données les plus importantes, c'est que notre comportement, nos croyances, notre perception du monde, nos attitudes, elles sont quand même sacrément conditionnées par notre contexte. Et il se trouve que si l'on évolue dans un contexte professionnel qui est vraiment aride, pas facile, dur, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de considération sur ce qu'on peut appeler le facteur humain ou autre, il y a des gens qui vont être en rupture, qui vont partir ou qui vont tomber malades, et puis il y a d'autres personnes qui vont s'y adapter. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'y adaptent. Donc ils répondent à ce qu'on leur demande de faire. S'adaptent à leur environnement. C'est Piaget qui disait que la seule forme d'intelligence qu'on puisse retenir, c'était celle de l'adaptation à son environnement. Donc là, on pourrait dire d'une certaine façon que ce sont des gens qui font preuve d'une certaine forme d'intelligence. On ne dit pas que c'est la plus noble, hein, mais ils font preuve d'une certaine forme d'intelligence. Ils s'adaptent et du fait de s'adapter, ils entretiennent le système qui est malade. Et qu'est-ce qu'on retient d'un système qui est malade avec des gens qui s'y adaptent? On retient surtout ceux qui ne s'y adaptent pas. Et ceux qui en sont malades, on leur dit justement qu'ils ont un trouble de l'adaptation. C'est magnifique. Vous voyez, on a retourné complètement le problème en disant qu'il y a un trouble de l'adaptation, il y a un trouble du stress adaptatif, il y a probablement quelque chose de l'ordre des émotions qui ne sont pas au clair, voire d'un trauma qui ne serait pas résolu et donc il y a une hypersensibilité quelque part. Enfin, c'est le monde à l'envers, quoi. Oui. Alors qu'il y a simplement des gens qui, malgré eux, je dis malgré eux parce que j'ai une profonde croyance, et la preuve tous les jours avec les consultations, que l'humain est bon et que de temps en temps ça déraille. Donc ceux qui sont harceleurs le sont pour la grande majorité malgré eux. Ils ne le savent même pas qu'ils sont en train de faire tout ça. Après, il y a une minorité qui est pathologique et ça c'est un tout autre sujet parce qu'eux ne dépendent pas vraiment du contexte. Mais quand c'est dépendant du contexte, on a simplement des gens qui sont dans une pression, qui l'acceptent, qui l'entretiennent, qui se mettent en accord avec ça, qui adaptent leurs valeurs à ça et qui tout à coup sont complètement transformés et donc forcément sont une courroie de transmission et de l'agressivité, du non-sens et de tout ce qui peut dérailler dans une organisation.
Ça m'évoque beaucoup le film qui est récemment sorti avec Vincent Landon, hein, le Monde de demain, je crois que c'est le titre, Exactement. qui montre justement cette pression qui repose sur les managers, hein, et qui, en gros, les managers qui donc ont l'obligation de parfois choisir les salariés pour les dégager, hein, si je parle grossièrement, de façon assez inhumaine. Et finalement, si on ne se plie pas à ces ordres qui viennent du dessus, eh ben, on dégage soi-même de l'entreprise, quoi. Ouais. Exactement. C'est de l'adaptation. Et Ouais. c'est très bien fait, ce film est génial. Ouais. Et on a aussi dans la même lignée, alors en beaucoup plus loufoque, mais ça raconte la même réalité, Adieu les cons d'Albert Dupontel, avec Ah, Albert je connais pas Dupontel. ça. Ok, Et je me donc, c'est note. quelqu'un qui est dans une rupture totale avec le système. Et Mm. c'est là où on voit que le marginal, c'est celui qui ne s'adapte pas à ce qui est malade. Mm. C'est là où on a un sérieux sujet de représentation des choses actuellement. C'est-à-dire que Mm. le malade, c'est celui qui est pointé du doigt, c'est celui qui a un petit problème d'adaptation. Il y a quelque chose là à faire, je pense, en termes d'idéologie globale. Et justement, alors vous évoquiez le sujet des croyances par rapport au travail. Et c'est vrai qu'on a tous plus ou moins ces croyances maintenant que pour travailler, pour réussir, il faut travailler dur, il faut faire beaucoup d'heures. Et le stress au travail, c'est devenu presque une normalité. Faire un burn-out au moins une fois dans sa carrière, c'est monnaie courante. Euh, est-ce que c'est possible finalement de libérer le travail, je le rappelle, hein, qui vient du mot tripalium, qui est associé à la torture et à la souffrance? Est-ce qu'un jour, on pourra se libérer justement de ce fardeau qu'on associe au travail? Bah oui. Bah alors, bon allez, on fait un peu de philo pour le clin d'œil, parce que j'adore Hannah Arendt et elle a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question-là. Et elle faisait un distinguo entre le travail et l'œuvre. Et le travail, effectivement, c'est ce qui fait fonctionner, c'est ce qui entretient, mais qui n'apporte rien. Et l'œuvre, c'est ce qui euh, révèle, c'est ce qui est satisfaisant, et surtout, c'est ce qui pérennise l'humain dans son humanité. Donc, il y a une dimension supérieure. Bon. Euh, Là où ça peut être intéressant, si Hannah Arendt regarde tout ça de là où elle est, elle se dit, mais l'œuvre, elle est où là actuellement? Ouais. C'est-à-dire que le travail, on le voit très bien, on le voit très très bien, et vous avez tout à fait raison de faire le parallèle avec son étymologie issue de la torture, parce que là, on voit bien qu'on est simplement sur du travail, c'est-à-dire sur de l'exécution de tâches qui a de moins en moins de sens, puisqu'il y a beaucoup d'urgence, il y a beaucoup de contre-ordre, il y a beaucoup de choses comme ça. Et effectivement, cette notion d'absence d'intérêt supérieur, vous voyez, par exemple, servir sa patrie, enfin, ça fait des années qu'on n'entend pas, quoi. On a perdu, ouais. On ne sait pas ce que c'est, ça. Vous Mm. voyez, les pubs pour l'armée sont vachement sexy, comme on dit dans le marketing, c'est sexy parce que on est obligé de le rendre attractif pour les jeunes. Sauf que, en fait, il s'agit juste de rendre service à son pays. Donc, il est là l'intérêt, c'est pas de découvrir, apprendre à piloter un hélicoptère ou je sais pas trop quoi. Parce qu'en plus, il y a de fortes chances que le jeune meure sur le théâtre des opérations. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt supérieur. Vous voyez, et là, il y a une disparition de cet intérêt supérieur-là. C'est pour ça aussi, je pense, hein, que le service public est malade actuellement, puisque le service public, c'est simple à l'origine, ce n'est que de l'intérêt supérieur. Ouais. C'est-à-dire donner un service au public qui est gratuit et qui est celui de la nation, en retour de tout ce que les citoyens font. Là, dans la mesure où le service public est complètement écrasé aussi par toutes les normes du quasi privé, quoi, hein, du fonctionnement quasi privé, le service public n'est plus là. Donc, oui, en effet, être stressé au travail, c'est devenu une norme, bien évidemment, puisque c'en est le résultat. Mm. Et au-delà d'être une norme, effectivement, le burn-out à 40 ans aussi, on a l'impression que il faudrait presque préparer la sécurité sociale à ça. Je veux dire, à 40 ans, il faut le préparer parce que à un moment donné, tout le monde y passe. Non seulement c'est normé, mais je vais aller peut-être un peu plus loin. Je dirais que c'est recommandé. C'est-à-dire que actuellement, si vous êtes manager et que finalement ça roule, vous voyez, vous êtes bien organisé, vous n'êtes pas trop stressé, ça va, quoi. Vous voyez, vous faites ce qui est demandé, c'est bien. Il y a un petit problème. C'est presque mal vu, en fait, c'est ça? Et oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas au maximum de votre compétence, vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel, et donc on va certainement vous en rajouter pour voir. Si bien que dans les entretiens semestriels ou trimestriels, ou peu importe la cadence, pour faire le bilan avec ses équipes,
Quand quelqu'un fait 100%, bah, pour la fois d'après, on lui met 120. Enfin, c'est ridicule, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc, c'est pour ça, il y a à la fois une perte de sens global. Moi, je le mets vraiment en lien avec cette notion d'intérêt supérieur qui a disparu des écrans et cette normalisation, voire cette incitation à se dépasser, à être dans le dépassement de soi, à être à la recherche de limites. Sauf que la recherche de limites, on sait très bien que quand c'est pas bien accompagné, ça va à l'épuisement. Vous voyez, dans mon livre, je parle des sportifs, je donne l'analogie avec le sport de haut niveau. L'analogie avec le sport de haut niveau, c'est laquelle? C'est simplement de dire qu'un sportif de très haut niveau a un staff d'au moins 10 personnes qui l'entourent. Nous autres, quand on nous demande de travailler beaucoup, mais on n'a personne en fait. Ouais. C'est-à-dire que le manager, il est déjà très occupé, donc il a le temps de nous regarder 5 minutes, mais pas plus. Le RH, les pauvres, enfin, vous avez vu dans quelles conditions ils bossent, c'est pas possible. Ils doivent gérer 500 personnes dans les grosses boîtes, ils n'ont pas le temps. La médecine du travail est de plus en plus externalisée, moins en moins de moyens. Donc, se surpasser, je veux bien, mais si c'est pas encadré, ça va forcément à l'épuisement ou à la blessure. On peut pas avoir un autre résultat, quoi. Ouais. Alors, il y a des personnes qui sont dans cette logique-là, très interne au dépassement de soi, dont c'est la philosophie déjà bien ancrée, qui adorent ça et qui sont très, très compétents, très performants. Et pour eux, ça leur pose aucun problème. Donc, tout n'est pas général, si vous voulez. Mais quand même, on ne peut pas englober tout le monde dans cette question dans cette généralisation de la très haute performance et du dépassement de soi. C'est dingue, on n'est pas tous faits pour ça. Ouais. Puis il y a aussi ce paradoxe de je travaille trop, donc du coup, je vais commencer à être de plus en plus stressée, donc je vais souffrir. Et comme je travaille trop et que je souffre, je suis censée du coup m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter. Et c'est souvent le cas des personnes qui sont en burn-out au début. Il y a peut-être une phase de déni par rapport à ça. Est-ce que si on fait un petit focus justement sur ce sujet du stress, parce qu'on sait qu'il y a le bon et le mauvais stress, mais le stress chronique, il est vraiment très dangereux pour notre santé. Comment ça se fait que aujourd'hui le stress soit entendu justement dans le monde du travail et comment ça se fait que les gens ne prennent pas conscience que ça peut être un fléau et cette difficulté, ce paradoxe justement de devoir s'arrêter quand on doit s'arrêter, ça vient d'où? Ouais. Mais il y a une idée là qui me vient de plus en plus, c'est qu'on a complètement oublié le corps. Oui. Complètement oublié le corps. C'est-à-dire que soit on va le chercher à l'extrême, avec un sport extrême, le crossfit, tout ça, l'apparition de pratiques comme ça, soit on le stimule à l'extrême, soit on le stimule pas. Mais on l'a complètement oublié. Donc on est obligé de nous dire il faut marcher, par exemple. Vous voyez, c'est dingue. Donc le corps, on l'oublie, on l'a oublié. Si bien qu'on communique plus du tout avec lui. Mais alors, pas du tout. Et s'il y en a bien qui est au courant avant nous de ce qui se passe, c'est lui. C'est-à-dire que c'est lui qui nous dit quand on commence à avoir des problèmes de digestion, c'est lui qui nous dit quand on commence à avoir des problèmes de sommeil, quand on a une attention qui est de plus en plus flottante, quand on a comme ça d'un coup des envolées cardiaques, pas grave, mais d'un coup le cœur qui s'emballe comme ça. Il y a tout ça. Et vous voyez déjà d'emblée, comme on a oublié le corps et qu'on a arrêté soit on le malmène, soit on l'oublie complètement, on ne sait plus quand il nous parle. Donc ça, c'est un premier point. C'est très sociétal, ça, on passe à côté. La deuxième chose, c'est que vous avez tout à fait raison de parler de stress chronique, puisque c'est celui-là, c'est ce stress-là qui est la plaie. Vous savez, il y a 3 formes de stress, il n'y en a pas plus. Il y a le stress chronique, le stress aigu et le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, il est assez rare au niveau du travail, puisqu'il faut qu'il y ait vraiment un gros événement qui traumatise ou pas d'ailleurs, un petit événement, mais qui traumatise. Finalement, on en a assez peu. Même si on s'aperçoit que la question du harcèlement, elle est d'une certaine façon traumatisante, mais ça, il faudrait le creuser dans une autre instance. Ensuite, on a le stress aigu où finalement, on peut être stressé quand une porte claque, un pétard explose. Mais du moment où on a identifié tout ça, le corps se calme. Et puis, on a le stress chronique. Et celui-ci, c'est le plus terrible puisqu'il est modéré. C'est-à-dire qu'un stress chronique, à l'inverse d'un stress post-traumatique et d'un stress aigu, le stress chronique est modéré. C'est-à-dire qu'il passe sous nos radars conscients. Le corps s'en aperçoit, il voit très bien quelque chose qui ne va pas, mais c'est tellement des petites choses, vous voyez, c'est tellement des petites dysrégulations. C'est une mauvaise nuit de sommeil, c'est une mauvaise digestion, c'est une céphalée à droite à gauche, c'est une irritabilité,
voyez, on perd un peu son calme. Bon. Oui, ça peut être de l'ordre d'une petite boule au ventre qui est là quand même tous les jours, mais qui nous fait pas trop de mal, quoi. Exactement. Ouais. Et puis, ça peut être, comme vous dites, la boule au ventre du dimanche soir, vous voyez. Ouais. Mais on ne sait pas bien pourquoi. Peut-être qu'on n'a pas bien digéré, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a un truc. Bon. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand on en parle autour de soi, on se dit en ce moment, je suis un petit peu stressé, mais que nous disent les autres, ils nous disent, bah oui, moi aussi. Vous voyez. Ouais, c'est normal. Donc, voilà, donc c'est normal. On ne va pas commencer à en faire toute une histoire, quoi. Et vous voyez, la dernière fois, j'ai fait une émission de radio très intéressante avec l'autrice Kika, qui a écrit, qui a retracé son témoignage d'un harcèlement qu'il a envoyé en psychiatrie, et pour cause, c'est des choses qui envoient toujours en psychiatrie, ces trucs-là, hein, ça tue vraiment la personne. Et son livre s'appelle « Je ne te pensais pas si fragile », et c'est ce que lui a dit son manager, juste avant qu'elle parte en psychiatrie, justement, pour dépression. Vous voyez, je ne te pensais pas si fragile. C'est pas une phrase, c'est pas un drame. Vous voyez, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de choses comme ça. Mais c'est terrible comme phrase. Et ça nous rend coupables, en plus. Oui, ça découpe de l'intérieur, un truc comme ça. Ouais. Je ne te pensais pas si fragile, c'est que ça renvoie tout sur soi. Donc c'est vraiment soi, on est vraiment une merde, en fait. C'est terrible, ça, parce qu'on en prend la responsabilité. C'est ça, le stress chronique. C'est des petites choses comme ça, qui paraissent anodines. Vous voyez, quand on est à table avec des amis, si on dit à quelqu'un, bah, quand même, tu vois, mon boss, il m'a dit, je te pensais pas si fragile, ça va pas, vous voyez, ça va pas mettre une révolution pendant le dîner. Vous voyez, les gens vont passer me voir, quoi, parce que c'est une petite phrase, sauf qu'elle est terrible. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je pense qu'on a peut-être fait une erreur de recrutement, ou je sais pas si tu es à la hauteur vraiment de ce job, tout ça, mais c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça, plus les injonctions paradoxales de il faut le rendre pour hier, le document, enfin. Donc, on est sur des choses qui sont pas graves, mais qui sont tellement répétées qu'elles le deviennent. Et c'est ça, le stress chronique. Et c'est vrai qu'on est dans une société complètement déconnectée de notre corps, hein. Vous parliez d'injonctions, on est beaucoup dans les injonctions de il faut faire, 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 et on oublie d'être, en fait. Oui. C'est assez dramatique, effectivement, qu'on nous dise qu'il faut apprendre à respirer, qu'il faut apprendre à se détendre, qu'il faut aller marcher dans la nature. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont pleines de bon sens, mais qu'on ne fait pas du tout au quotidien. Ouais. Enfin, quand même, il est recommandé de marcher, voyez, de marcher au moins 20 minutes. Donc, on était vraiment allé très loin, quoi, dans l'oubli du corps, l'oubli de la question du corps. Sauf que lui, il n'oublie pas. Et il nous le renvoie. Et quand il nous le renvoie, généralement, c'est trop tard. Vous voyez, là, j'ai un ami qui m'a raconté que son beau-frère, qui était complètement surmené, a une espèce de rupture d'anévrisme. Et il a failli se retrouver complètement out. Donc, il arrête de travailler, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il a failli en mourir, quoi. Et donc, peut-être pour ceux qui nous écoutent, les premières actions pour se prémunir de ce stress, c'est d'apprendre à réécouter un corps qui est fatigué, qui nous exprime différents symptômes, et puis connaître ses limites aussi. Ça peut être... Ah oui. Et puis, accepter la fatigue. Oui. C'est pas grave d'être fatigué. Surtout avec notre rythme actuellement, quoi. Enfin, on est vraiment sursollicité, il se passe des choses pas drôles. On a été quand même... bien malmené, pas intentionnellement, mais on a été quand même bien malmené avec cette histoire de Covid. Donc, et puis là maintenant, c'est la guerre qui est pas très loin, avec des conséquences qui nous touchent directement. Bon, le stress est normal, la fatigue est normale, tout ça, il faut l'accueillir, quoi. Il faut vraiment l'accepter. Et vous voyez, dans le vocabulaire, c'est plus qu'un mot, hein, c'est vraiment les linguistes disent que c'est performatif, c'est-à-dire que ça fait faire. C'est pas pour rien que le médecin arrête. Il nous arrête. Vous voyez, il nous dit, je vais vous arrêter. Parce que nous, manifestement, on n'est pas capable. Donc, il y a quelque chose, il y a un gendarme de la santé qui passe par là, qui dit, hop là, haut les mains, je vous arrête. Et là, on est obligé de le faire. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on rentre, on n'est pas content, parce qu'on va prendre du retard, parce qu'on va mettre les autres en position de surcharge de travail, etc. etc.
Sauf qu'un jour, sinon, ce sera le corps qui s'arrêtera de lui-même et là, on aura plus d'autre choix que de s'arrêter vraiment. Absolument. Est-ce que la question aussi, c'est pas de peut-être remettre le travail à sa juste place et se dire que finalement, aucun travail, quel que soit le travail, même s'il est passionnant, challengeant, ne mérite finalement qu'on y laisse sa santé mentale, psychologique, physique, émotionnelle. Enfin, voilà, c'est peut-être de mettre, au vu du temps qu'on passe à son travail, peut-être de se dire, bah, c'est quand même pas ma vie, le travail, finalement. Ouais, Mm. ouais. Ça peut être très épanouissant et puis Oui. tout le monde n'en meurt pas. Enfin, vous voyez, là, on en parle, donc on a l'impression que c'est toujours comme ça, mais quand on pourrait parler du travail épanoui, on aurait plein d'exemples aussi à donner. Simplement, c'est le fait de s'oublier. Je crois qu'il est là Oui. le souci, c'est le fait de s'oublier complètement, mais vraiment complètement. Euh, Par exemple, dans les consultations cliniques, à un moment donné, pour le bien du patient, on est obligé de s'oublier, c'est-à-dire de se mettre de côté pour être centré uniquement sur le patient. Mais c'est le temps d'une consultation. Et Mm. ensuite, on reprend notre vie. Là, dans le monde du travail hors santé, j'ai bien l'impression que tout le monde s'oublie, mais je ne sens jamais reconnecté. Oui. Et c'est pour ça que vous le dites très bien, qu'on nous apprend à respirer, qu'on nous apprend à méditer, pour simplement se reconnecter, quoi. Vous voyez, il y a des gens qui se reconnectent. Il y a des tas de gens qui seront reconnectés pendant le confinement. Ils se sont reconnectés. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus bosser, ils ne pouvaient plus rien faire, ils étaient enfermés chez eux. Pour certaines situations, c'était dramatique, mais pour d'autres, il y a des gens qui se sont dit, ah mince, en fait, c'est possible de rien faire, quoi. Oui. Vous voyez, c'est possible de simplement être sur le canapé et regarder le plafond, et j'en meurs pas. Mm. Et même parfois, ça me fait du bien. Donc oui, bien sûr, il y a le métier passion qui pose pas de problème. Ensuite, il y a le métier qui est très accaparant et celui-là, il peut être problématique. Et puis après, bon, bien sûr, il y a le métier de besoin. Hein, je veux dire, ces gens-là, ceux qui vraiment travaillent très dur pour vivre, la question des risques psychosociaux ne se pose même pas. Ça ne se pose même pas. Mm. C'est-à-dire quelqu'un qui est obligé de cumuler 3 ou 4 jobs pour arriver péniblement à 1 500 € pour nourrir ses enfants, là, si on lui parle de risques psychosociaux, il n'a même pas le temps de rigoler, mais ça va être le fond de sa pensée. Parce que lui, tout ce qu'il voit, c'est de la survie. Alors justement, sur les risques psychosociaux, il y a eu quand même pas mal d'avancées positives sur ça pour reconnaître bah, justement qu'il y a des mots au travail et qu'il y a des façons aussi de les traiter. Puis cette question-là de la qualité du travail aussi a évolué avec le nouvel acronyme aujourd'hui QVCT, bon, qui ne me fait pas forcément plaisir à titre personnel, parce que je me dis que ça noie encore plus aussi les gens, peut-être sur tout ce jargon qu'on a du mal à comprendre basiquement. Mais en tout cas, il y a peut-être cette nécessité, justement, cette volonté dans ce nouvel acronyme QVCT de recentrer le sujet véritablement sur le travail et peut-être éloigner un petit peu toutes les actions superficielles dont on parle souvent quand on parle de bien-être au travail. Pourquoi on a mis déjà tant de temps à parler de risques psychosociaux et justement vous évoquez que peut-être que c'est le travail en lui-même qui fait souffrir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, officiellement, les risques psychosociaux, ça date de 2011. Oui. Ça veut dire que déjà, il y a une belle décennie où se sont développées des choses, hein, entre 2010 Oui. entre 2000 et 2010. Mais avant ça, effectivement, on cristallisait les difficultés sur l'individu. C'est-à-dire, soit il n'était pas adapté, soit il avait une maladie type perversion narcissique, etc., etc. Donc, on n'en parlait pas du travail. Et puis, en fait, c'est France Télécom qui a remis l'église au milieu du village, puisque vu le nombre de personnes souffrantes, c'était impossible qu'il y ait des gens qui aient un problème perso à ce niveau-là. Enfin, c'est pas possible. Quand on arrive à une 30, 40 suicides, comme la boîte l'a connu, tous ces gens-là n'avaient pas un problème personnel. Enfin, vous voyez, c'est fou. On ne peut pas Oui. commencer à raisonner comme ça. Mm. Et c'est pour ça que les risques psychosociaux sont apparus en disant peut-être que le travail y est pour quelque chose. Peut-être que l'organisation du travail y est pour quelque chose. Et ça a été une véritable bénédiction, puisqu'on s'est mis à laisser tranquille un peu les gens, vous voyez, à leur foutre la paix, pour le dire simplement, parce qu'il y en avait quand même un peu marre de dire que s'ils n'arrivaient pas à s'adapter à un système qui était fou, c'est parce qu'il était fragile. C'est faux. Et puis en plus, c'est pas respectueux. Quand il y a des suicides, on ne peut pas parler comme ça. Oui. Donc là, on a bien remis le débat au centre. Et c'était formidable, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les risques psychosociaux. Je me souviens à l'époque, on avait écrit un bouquin en 2011 avec Patrick Légeron. C'était incroyable les avancées que ça avait fournies, puisque on ne parlait que du travail. Voyez, et les gens se sentaient bien parce qu'ils étaient là pour améliorer les processus de travail, etc., etc. Donc, fantastique. Sauf que, problème, et comme quoi ça tient à rien,
Dans risques psychosociaux, il y a 3 mots qui fâchent, il y a risque, il y a psycho, il y a sociaux. C'est très négatif. Ouais. 1, il y a risque. 2, il y a psycho, on ne comprend pas trop, vous voyez, il y a un truc un peu interne, puis sociaux, ça fait vraiment qu'à sociaux, c'est pas bon. Donc, on a remplacé ça par QVT. Et c'est joli, QVT, c'est vrai qu'il y avait qualité, vie et travail, donc c'était plus sympa. Le problème, c'est qu'avec la QVT, vous l'avez très bien dit, et tant mieux si on y réintègre la notion de conditions de travail, c'est qu'on commençait à parler de la couleur des murs, quoi. Okay. Qualité de vie au travail, on a commencé à parler de la marque de la cafetière, en fait. Donc, on a régressé, et c'est pas pour rien, si vous voulez, que depuis 2013-2014, on a de nouveau un focus sur la question du harcèlement et moins un focus sur la question de l'organisation du travail. C'est pour ça que j'ai voulu revenir un peu en force avec cette idée du travail malade, qui n'est pas une idée plus juste qu'une autre, hein, mais c'est un parti pris qui dit stop, on laisse tranquille les gens, ça suffit de dire qu'ils ne sont pas adaptés, on revient sur le travail s'il vous plaît, en regardant comment lui n'est pas adapté. C'est le travail qui n'est pas adapté en ce moment, ce n'est pas les gens. Et on va voir ensuite comment on peut donner un coup de main à ceux qui ne sont pas adaptés, et on va voir effectivement ensuite comment ceux qui sont nocifs, comment on peut traiter cette question-là. Mais avant tout, on remet ça. Donc c'est un parti pris quand on dit le travail est malade, c'est que c'est vraiment, on prend le contre-pied de ça. Et à la bonne heure aussi, la QVT se transforme en QVCT. Bon, après, ça dépend comment tout ceci est articulé dans les entreprises. Et est-ce que simplement on coche la case de l'instance QVCT, hein, voilà, c'est fait, on a fait la réunion, tout le monde est content, ou est-ce que ça s'inscrit dans une véritable dynamique de mieux-être avec des problématiques d'organisation, de changement, etc. Et alors, quelle est la place du bonheur au travail dans tout ça? Parce que c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup, avec l'arrivée, l'émergence du Chief Happiness Officer, dans laquelle je suis assez engagée parce que je pense qu'il peut être aidant sur le sujet de la qualité du travail, un peu à la mesure d'un chef de projet qui va un peu impulser la dynamique dans l'organisation et qui peut co-construire cette démarche-là avec des psychologues du travail, avec le service RH, etc. C'est quoi un petit peu votre vision de tout ça? Est-ce qu'on peut voir le travail comme un endroit où on peut s'épanouir, voire être heureux aussi? Je vais vous répondre de façon radicale, comme ça au moins on peut lancer le débat. Voyez, je connais un petit peu vous le partagez dans le bouquin, un petit peu votre vision, donc je sais un petit voilà. Peu. Moi, le bonheur au travail, pour moi, c'est pas une question. Oui. Le bonheur, c'est très personnel. Et ce qui est sûr, c'est que le travail peut donner des conditions de malheur, ça c'est clair, puisqu'on les a vues, on le voit actuellement. Pour donner des conditions de bonheur, je ne comprends pas bien, parce que le bonheur, déjà, c'est très difficile à définir. Vous voyez, vraiment, quand on met son nez dedans, c'est quasi impossible à définir. Et puis, vous pouvez avoir une super équipe, un super chef, je veux dire, une super direction, un truc. Il y a toujours des gens qui seront malheureux. Oui. Donc, vous voyez, on ne peut pas l'induire vraiment. Ça. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet. Par contre, je suis tout à fait ouvert pour le discuter, pour le traiter, vous voyez. Et de même que la question du Chief Happiness Officer, hein, c'est bien comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, j'en parle dans mon livre. J'ai vu qu'effectivement, vous y étiez très, très impliqué. J'en parle dans mon livre en disant que la profession est noble. J'insiste, la profession est noble, mais son utilisation ne l'est absolument pas. Je m'explique. Mettre quelqu'un au centre d'une organisation qui soit responsable de tout ça, je trouve ça magnifique parce que ça veut vraiment dire qu'on a fait un grand pas. Donc, toutes les personnes qui incarnent cette fonction-là sont forcément des gens sympas. Enfin, je veux dire, je ne vois pas quelqu'un de vicelard qui va prendre ce poste-là. Néanmoins, si c'est pour lui demander de rendre des comptes sur le bonheur, comme on dit, sur la convivialité, si c'est pour instaurer des choses obligatoires pour remplir un peu les rapports de la QVCT, justement, ou des RPS, et pour avoir simplement la question de la responsabilité de l'entreprise au clair, alors, pour moi, c'est un jeu de dupes. C'est pour ça que j'étais un petit peu salé dans mon ouvrage sur cette question-là. Non pas, je le répète, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, à l'encontre du métier lui-même, puisqu'il est tout à fait honorable et noble, mais à l'encontre de la façon dont il peut être utilisé parfois. Et vous voyez, là, tout à l'heure, j'étais à l'hôpital militaire, justement, pour un groupe sur les risques psychosociaux, l'hôpital militaire de Toulon. Et on se disait, tiens, voilà, dans tel service, il y a un petit problème de cohésion, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais dans l'armée, on est très clair pour ça. La cohésion, ça ne s'induit pas, ça ne s'ordonne pas, la cohésion. Vous voyez, on ne peut pas dire, maintenant, vous allez bien vous entendre,
Maintenant, vous allez être heureux et maintenant, ça va bien se faire. Maintenant, ce en quoi je crois, vous voyez, pour mettre le verre à moitié plein, même le mettre bien plein, ce en quoi je crois, ce sont au-delà de ce métier-là. Et c'est là où on va voir que vraiment dans la vision que j'ai, quand il arrive dans cette vision-là, tout est formidable. C'est de donner un travail qui a du sens, des conditions de travail qui sont faisables. Si elles ne le sont pas, de donner la possibilité, la vraie possibilité QVT, qui est celle d'avoir la possibilité d'équipe de s'exprimer sur ces difficultés et de modifier le contenu et de corriger, etc., etc. Et à ce moment-là, du moment où on a un travail de cette qualité-là, vous mettez un Chief Happiness Officer par-dessus, et là, vous avez la meilleure boîte du monde. Oui. Par contre, si c'est une fonction mastic pour essayer de combler un peu les trous, ce sera aussi, si vous voulez, c'est pour ça que je n'ai pas de complexe à en parler, parce que les psychologues du travail vous disent la même chose. Si on a les cartes en main pour faire un bon boulot, on est content de travailler. Par contre, si on nous embauche juste pour dire qu'on est psy du travail et qu'il y a un psy du travail dans la boîte, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très décomplexé comme vision. Cette fonction-là, oui, si elle est dans de bonnes conditions. Sinon, en plus, c'est des gens qui vont s'épuiser et essayer de faire des choses qui n'ont ni queue ni tête dans un environnement hostile, quoi. Oui, bah c'est absolument ça. Je pense que bien des initiatives sur le bien-être au travail, qu'on soit CHO ou pas, se sont remplies de plein de bonnes intentions. Mais c'est vrai que ça peut être totalement contre-productif. Même, il me semble que dans votre bouquin, vous parlez notamment d'expériences où on instaurait finalement des moments de convivialité, mais qui étaient plus finalement des contraintes qu'autre chose. Et les équipes, parfois, ne demandent pas forcément justement ces moments de convivialité, mais simplement être entendues sur des changements organisationnels, des changements liés au poste en lui-même, en fait. Hein. Exactement. Et c'est vrai que parfois, de comprendre ça, on peut effectivement peut-être il laisser un petit peu sa santé à essayer de naviguer à contre-courant en mettant en place plein d'actions bien-être au travail, alors que finalement, les collaborateurs ont plutôt envie qu'on se consacre d'abord à leur façon de faire du bon travail. Exactement. Je vais vous citer un salarié que j'avais rencontré justement sur ces moments obligatoires de convivialité, parce qu'il fallait instaurer absolument un truc. Et à 16 heures, il fallait absolument avoir un moment de convivialité. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais j'ai pas envie d'avoir un pain au chocolat et un jus d'orange, j'ai envie de travailler correctement. Donc là, vous voyez, il a tout résumé, lui. Dans cette phrase-là, on comprend toute la logique. Si bien que le jour où ce mec-là travaille correctement, selon ses critères à lui, qui ne seront jamais pleinement satisfaits, hein, du coup, puisque c'est ça aussi la question de la satisfaction, c'est qu'on ne sera jamais totalement satisfait. Par-dessus, vous avez un moment de convivialité, mais vous n'avez même pas besoin de l'instaurer, il va venir tout seul. Ouais. C'est là où la présence du CHO, comme vous dites, elle est un peu paradoxale, puisque normalement, il n'a pas besoin d'être là. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit là pour instaurer du bonheur. Genre, je caricature parce que ce n'est pas son job, mais il y a quand même ce mot-là dans son intitulé de métier. Donc, normalement, il n'a pas besoin d'être là. Pas besoin d'être là. C'est là où il y a un petit paradoxe. Et du moment où quelqu'un est en charge de ça, vous voyez, si vraiment je caricature, hein, si vous mettez quelqu'un qui est en charge du bonheur, ça veut dire que tous les autres ne le sont pas. Oui. Et là, ça commence un peu à être sensible, quoi. Oui. Voilà, hein, c'est pour ça, ma vision, elle est très claire, elle n'est pas du tout complexée parce qu'elle est surtout sur la condition d'exercice de ces gens-là. Les CHO, parce que c'est votre cœur de cible, mais aussi la médecine du travail, c'est exactement la même problématique. Les psychologues du travail et les RH, c'est exactement la même problématique. Oui. Ouais, les CSE aussi ont beaucoup de difficultés parfois à instaurer un climat social qui soit sain. J'ai l'impression qu'il y a un gros écart aussi de perception entre ce que vivent les salariés et puis la réalité des dirigeants. Et parfois, voilà, il y a peut-être ces deux mondes-là aussi qui ont pas mal de difficultés à communiquer et du coup d'instaurer des relations et un environnement de travail qui soit sain pour tous. Oui, tout à fait. C'est ce que je pensais juste au début de notre échange sur l'effet Janice. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des indicateurs qui sont parfois tellement déconnectés qu'on ne mesure même plus l'activité, quoi. Ouais. Et les gens se retrouvent à se dire, mais je ne comprends pas, pourquoi vous dites que ça ne marche pas alors que ça marche très bien, et vice-versa.
Ouais. Alors, je le disais en introduction, grâce à la crise sanitaire, on s'est rendu compte que la santé des collaborateurs en entreprise, c'était quand même un enjeu de premier plan et c'était nécessaire pour faire perdurer une entreprise. Mais mine de rien, il y a encore beaucoup d'entreprises qui peinent à s'investir sur le sujet de la QVT, QVCT, peu importe comment on l'appelle, et qui relèguent un peu la santé mentale des collaborateurs au second plan, mentale et physique d'ailleurs. Comment on peut se l'expliquer ça, comment ça se fait qu'on a encore tant de mal à convaincre les dirigeants que si aujourd'hui tous les indicateurs sont ouverts, les études le prouvent que un salarié qui se sent bien, c'est un salarié qui est performant. Comment on peut l'expliquer? Il y a eu un abandon total de la culture de l'humain Ouais. depuis un petit moment et depuis qu'on a cru en fait qu'on pouvait industrialiser tout et n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un de malade, c'est forcément de sa faute. On en revient toujours à la même logique. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément à revoir les conditions de travail pour ça. S'il a des problèmes dans sa vie, il a qu'à les régler, et puis voilà. Si bien que, oui, effectivement, quelqu'un qui se sent bien dans sa peau est plus performant. Et pour aller encore un petit peu dans la... Pas dans la provocation, mais vous voyez, je titille là. C'est quand même dingue qu'il faille dire ça. C'est quand même dingue qu'il faille faire des corrélations entre le bien-être et la performance pour que, ok, d'accord, alors je vais tout faire pour que les gens se sentent bien. Oui, il y a beaucoup de bon sens. Mais c'est quand même dingue. Ouais. C'est quand même dingue. Je me souviens, il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus, il y avait un intervenant qui s'était appuyé sur une étude de la Harvard Business Review qui montrait que oui, effectivement, des gens qui étaient joyeux travaillaient mieux. Non, mais attendez, mais heureusement, Oui. parce que vous vous rendez compte, si on prend l'inverse, si on montre que des salariés tristes et en pleine dépression travaillent mieux, mais qu'est-ce qui va se passer dans le monde du travail du coup? Vous voyez? Ce serait dramatique. Ouais. Enfin, voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces datas qu'on récupère là et qui sont vachement intéressantes par ailleurs, mais est-ce qu'il faut absolument coller là-dessus aveuglément ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, je vais faire un petit pas de côté quand même pour regarder ça d'un autre angle? Donc oui, bien sûr qu'on est plus performant quand on est heureux, mais je pourrais vous dire aussi que quand on est heureux, si on est amoureux, on regarde par la fenêtre et puis on ne sait même plus à quoi on doit penser pour le travail. On a des absences, on peut faire des erreurs. Donc, vous voyez que ça tient pas, cette histoire-là. C'est du non-sens, quoi. La question qui me paraît être un tout petit peu plus raisonnable, et par raisonnable, j'entends plus réaliste et opérationnel, c'est de se dire dans quelles conditions je peux mettre les gens pour qu'ils puissent bosser le mieux possible. Et quelqu'un qui bosse le mieux possible, avec une notion de qualité qui lui plaît, qui plaît aussi à ses indicateurs, mais celle-là, elle va se sentir bien. Donc, ça veut dire qu'on prend le sujet à l'envers. Oui. Vous voyez, comme elle est bien à son travail, elle se sent bien. Et comme elle se sent bien, elle continue de bien bosser. Par contre, si on lui demande de travailler n'importe comment, mais qu'on lui impose en plus d'être heureux, c'est de la vraie folie. Vous voyez, ça, c'est une injonction complètement folle. Et ça ne peut produire que du malaise. Alors on a beaucoup parlé de souffrance au travail, parce que voilà, c'était quand même le focus que je voulais qu'on ait ensemble. Alors, j'aimerais quand même rassurer peut-être ceux qui nous écoutent en disant que le travail, c'est pas forcément un mal, hein, c'est nécessaire et bénéfique même pour notre santé. Est-ce que vous êtes positif pour le monde du travail de demain et est-ce que peut-être on pourrait quand même rassurer les gens pour leur dire que oui, c'est possible de se sentir bien dans son travail, de le voir comme un vecteur d'épanouissement personnel Oui. Vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent de laisser le Prozac, on n'a pas fini. Effectivement, il y a des belles choses à faire. Bien sûr que c'est très épanouissant. On n'en a pas parlé, mais ceux qui ne travaillent pas et qui subissent ce non-travail, c'est-à-dire les chômeurs, hein, pas les rentiers. Oui. Quoique les rentiers aussi souffrent d'une certaine façon, mais différemment. Mais les chômeurs, c'est un enfer, quoi. Ouais. Ils s'occupent pas. Le bore-out, c'est un enfer aussi. Bon. Donc, oui, bien sûr, il se passe de très belles choses au travail. Il vaut mieux travailler que de ne rien faire, ça c'est une évidence. Sauf si les conditions sont extrêmes, hein, mais voilà, à conditions raisonnables, c'est génial. C'est très épanouissant. Ça permet de renouveler les interactions sociales. C'est-à-dire qu'une grande leçon aussi, pour la petite information, là, j'ai publié un 3e bouquin sur la crise Covid vue par les psys aux éditions Satas. Et justement, avec d'autres collègues psy,
on dresse le tableau selon lequel, effectivement, ce qui a pesé le plus pendant le confinement, c'était l'absence d'interaction variée. Oui, oui. Et parce que, voilà, on aime sa femme, on aime son mari, on aime ses enfants, mais quand on les voit tous les jours pendant 2 mois, c'est pas possible, quoi. Donc, le travail, ça sert à ça aussi. Ça sert à avoir d'autres personnes, à avoir d'autres rites, d'autres valeurs, d'autres modes de communication, d'autres représentations, d'autres conflits. Si bien que quand on rentre chez soi, on se régénère et puis c'est formidable. Donc, le travail, ça amène tout ça. C'est fantastique. Je suis positif. Voilà, je vais vous dire, je suis optimiste. Pour la simple et bonne raison que déjà, on en parle. Vous voyez, vous m'invitez à en parler, on en parle. Ça veut dire que ça bouge. Ouais. Il y a 10-15 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça bouge. Ça veut dire que ça bouge. Moi, je suis très, très content de ça. Et puis, à un moment donné, il y a notre génération qui s'aperçoit que ça ne tourne pas. Il y a celle qui arrive qui fait encore les choses différemment. Je ne sais pas si vous avez vu cette promo qui a décidé de ne pas être diplômée de l'école de Agro Paris-Tech, qui est quand même l'école d'ingé, ouais. Et qui a dit non, stop, on arrête ça parce que ça ne veut rien dire. On va simplement pérenniser un système qui dysfonctionne et on n'a pas envie. Donc, vous voyez, on peut avoir de très, très belles surprises là. Nous, on travaille avec les armes qui sont les nôtres. Parfois, c'est un peu fatigant, mais c'est très valorisant parce que ça fait bouger les choses. Et là, on voit une génération qui arrive après nous, qui a une autre forme de créativité et qui a une autre forme d'énergie. Je pense que celle-là va faire bien bouger les choses. Et j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de les accompagner, puis surtout, à un moment donné, de les laisser faire et de les applaudir. Oui. Ça va être bien. Je connaissais pas. Alors, on lit beaucoup sur le phénomène de la grande démission, où les gens aujourd'hui sont prêts à démissionner pour trouver un travail qui fait davantage de sens, quitte à accepter même des salaires qui sont plus bas que ceux qu'ils avaient initialement. Oui. Donc, c'est vrai ça montre quand même une prise de conscience sur le fait qu'on ne veut plus vivre le travail, en tout cas de la même façon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Maxime, pour donner peut-être envie aux gens qui nous écoutent de s'engager davantage sur ce sujet de la qualité de vie au travail, du travail de façon générale, pour le rendre plus sain? Alors, si on n'y va pas, ça va à nous. Hein, si je dois le dire simplement, c'est ça. C'est-à-dire, si on ne s'y intéresse pas, de toute façon, le sujet va s'intéresser à nous. Par le biais de problèmes, par le biais de soucis de santé, de difficultés, bref. Donc, déjà, on va aller à l'avant du risque. On va faire de la vraie prévention, on s'y intéresse. Et de 2, c'est un sujet qui est tellement incroyablement satisfaisant, où on revient à une logique de bon sens, où on remet l'humain au centre. Et c'est pas juste un discours, parce que ça aussi, l'humain au centre, on en entend parler. Mais là, on le fait pour de vrai. On y réfléchit chaque jour, on apprend beaucoup. Et puis surtout, ça permet aussi, dans un temps secondaire, parce que c'est pas l'objectif, mais de toujours travailler sur soi. On se découvre beaucoup, beaucoup aussi par cet intermédiaire. Donc, allons-y, allez-y, intéressons-nous à ça, faisons cela, on va dans le bon sens en faisant ça, en agissant comme ça. Et là, peut-être qu'à la fin, il y a une certaine forme de bonheur, mais vous voyez, qui est co-construite de façon collective. Je crois que c'est la plus belle forme pour moi de bonheur, celle qui est co-construite de façon collective, avec de l'effort un peu partout. Ça. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Cet échange très inspirant et en tout cas, je pense qu'effectivement, il est urgent de se recentrer un petit peu plus. Alors bon, du coup, ça me fait presque bizarre de le dire, moi qui du coup milite un peu pour ce métier de CHO, mais de se dire que finalement, effectivement, les actions qualité de vie au travail telles qu'on les voit souvent, ça peut être souvent très superficiel. Vous parlez de pansement sur une jambe de bois et souvent, ça peut être ça. Donc, j'invite aussi ceux qui nous écoutent à réfléchir sur le travail en tant que tel et peut-être essayer d'abord de commencer par soigner le travail et aider ceux qui travaillent à faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Et puis, je le rappelle, on peut vous retrouver. Donc, je note votre nouveau bouquin, La crise Covid vue par les psys, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, donc, j'invite aussi ceux qui nous écoutent à lire Le travail est malade, il nous fait souffrir, qui est réellement passionnant. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, vous faites un
un large focus sur les risques psychosociaux et le tableau des RPS sur lequel vous vous basez aussi pour finalement analyser des faits directs qui contribuent à améliorer la qualité de vie au travail et mieux comprendre tous les maux qu'on peut avoir sur le travail. Donc c'est un livre vraiment passionnant et merci en tout cas pour cette contribution parce que je suis assez optimiste aussi. Je pense que c'est toutes ces contributions-là qui petit à petit feront avancer, je l'espère, ce monde du travail qui est encore un peu douloureux parfois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci et j'espère en tout cas que vous aurez matière à être inspirés pour ceux qui nous écoutent et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.